Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire, où on parle du futur du monde du travail. On parle aussi des opportunités qui existent pour les jeunes d'aujourd'hui. Puis souvent, on se penche sur la question de l'environnement. Il existe toutes sortes d'emplois et de carrières potentielles. Puis aujourd'hui, on va en parler. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Catherine Potvin de l'Université de McGill, qui va venir nous parler de son expérience et son histoire, ainsi que ses conseils pour la jeunesse d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, dans nos cartes défis, on parle souvent des défis et des opportunités qui existent sur le monde du travail. Puis il y en existe plusieurs dans l'environnement. Donc, je veux vous montrer des défis dont on a déjà parlé durant le show. Premièrement, améliorer l'énergie durable. Est-ce qu'on peut arrêter de dépendre sur le pétrole? Protéger la biodiversité et les paysages. On pense souvent à cette carte-là quand on pense à l'environnement. Moi, d'après moi, c'est la première. Conceptualiser l'avenir du transport. On se dépend beaucoup des voitures aujourd'hui. Est-ce que plus tard, il y aura différents modes de transportation? Gérer les déchets de la planète. C'est sûr qu'on crée plusieurs déchets, surtout de la façon qu'on vit nos vies maintenant. Est-ce que ça pourra changer? Est-ce qu'on pourra trouver des meilleures façons d'utiliser nos déchets dans le futur? Puis finalement, créer de nouveaux aliments et de nouveaux systèmes alimentaires. En ce moment, il y a presque 7 milliards de personnes sur la planète. En 2050, il va en avoir 9. Comment est-ce qu'on va alimenter ces gens-là? Comment est-ce qu'on va les nourrir? C'est un des défis, des opportunités qui existent dans le futur du monde du travail. Après la pause, je demande à Mme Catherine Potvin quelles sont ses idées sur comment on peut préparer les jeunes pour avoir des carrières incroyables. On revient tout de suite après la pause. Merci. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Je suis Jean-Philippe Michel. Je suis avec Catherine Potvin, qui est professeure à l'Université de McGill. Puis, moi, je ne sais pas exactement comment ça marche être professeur. Je sais qu'on enseigne, on fait de la recherche, mais quoi d'autre? Comment est-ce que ça marche? On enseigne, on fait de la recherche, on fait de l'administration. Puis, dans mon cas, on fait aussi beaucoup de communication. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est assez public. Je travaille beaucoup dans les politiques. Alors, je parle beaucoup aux journaux, aux journalistes, à la radio pas mal aussi. Alors, c'est un métier très diversifié. Donc, c'est pas nouveau d'être à la télé en ce moment? Ah non, c'est pas nouveau d'être à la télé dans ce moment, non. Mais c'est nouveau parce qu'il y a une équipe formidable de techniques de jeunes derrière nous aujourd'hui. Oui, il faut souligner ça. J'ai jamais eu ça. C'est formidable. L'équipe de Rogers est très bonne. Absolument. Puis, nous, une des choses qui nous intéresse à Ta carrière, ton histoire, c'est les défis, les problèmes, les opportunités sur lesquels les gens travaillent dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre cas, c'est quoi les défis et les opportunités? Bien, beaucoup de mon travail, pas seulement, mais une grande partie de mon travail, c'est autour des changements climatiques. C'est un mot qui fait très peur. Un mot, il y a plusieurs personnes qui veulent se boucher les yeux ou les oreilles pour en entendre parler. Mais moi, je pense qu'actuellement, pour les jeunes, c'est aussi une formidable opportunité de changer la société pour en faire quelque chose de meilleur. Donc, le défi de la lutte au changement climatique, c'est vraiment un petit peu de réévaluer notre mode de vie, puis de regarder toutes les choses qu'on fait qui émettent ces fameux gaz à effet de serre. Donc, c'est l'utilisation de la voiture. Beaucoup au Canada, nos moyens de transport, c'est notre désir de consommation, c'est vivre dans des très grandes maisons trop chauffées. Et il y a énormément d'innovations qui vont se manifester, je pense, dans l'avenir. Des innovations technologiques. On est en train, au Canada, on a mis sur pied la première turbine électrique qui utilise la force des marées pour créer de l'énergie. On appelle ça l'énergie marémotrice. On a besoin d'autant d'énergie possible. On a beaucoup de besoin d'énergie, mais on a aussi besoin beaucoup d'économiser l'énergie. Okay. Alors, ça va ouvrir toutes sortes de carrières en architecture, en planification urbaine, pour essayer de voir comment, dans les villes, les gens peuvent vivre bien, même mieux, mais en utilisant moins d'énergie. Alors, je pense que c'est vraiment une frontière de développement d'emploi actuellement pour les jeunes. Puis évidemment, toute la révolution des transports. Là, on parle de plus en plus que d'ici 10 à 15 ans, les véhicules vont être largement tous des véhicules électriques. C'est fascinant. C'est un grand changement. C'est un très grand changement. J'aime le pont que vous faites entre le fait qu'il existe cette opportunité-là dans le marché, dans le monde,
Puis ensuite, on peut penser à qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes d'aujourd'hui? Eux vont avoir des opportunités à travailler dans ces défis-là durant leur carrière. Puis vous avez nommé 2 exemples, architecture, design. Est-ce que vous avez d'autres idées? Bien, je pense qu'en ingénierie, tout ce qui est l'ingénierie, en particulier dans le domaine des transports, dans la construction, parce que les métiers, c'est très important. Là, il faut faire très attention quand on parle aux jeunes là, de ne pas juste dire l'université, l'université. C'est bien l'université, là, mais c'est bien aussi les métiers. On en a vraiment besoin des bons charpentiers. Oui. Alors, il y a toutes sortes de métiers aussi au niveau de la construction. Il va y avoir un grand besoin dans la rénovation éco-énergétique des bâtiments, c'est-à-dire refaire nos maisons pour qu'on perde moins d'énergie. Il va y avoir donc des besoins dans les corps de métier. Alors, je pense qu'il va y avoir toujours un besoin, moi je suis biologiste, donc il va y avoir toujours un besoin de surveillance, de regarder l'état de la planète, l'état de santé en regardant comment sont les espèces, est-ce qu'ils sont en voie d'extinction, est-ce qu'ils vont mieux. Alors, je pense que c'est vraiment un secteur très, très porteur pour l'avenir. Puis souvent, je pense que quand on parle aux jeunes, on met beaucoup l'emphase sur les problèmes de l'environnement. Mais moi, je pense que c'est vraiment important de leur dire, mais non, mais c'est parce que les problèmes, là, c'est aussi, ils transportent en eux les solutions, eux autres. Nous, on est genre la génération qui a hérité des problèmes ou qui les ont causés. Mais eux, ça va être la génération qui vont les régler. C'est ça qu'on veut, puis ça va être des carrières formidables qu'ils ont devant eux. Mais là, vous parlez d'une espèce d'énergie plus positive, parce que quand on parle du changement climatique, est-ce que c'est vrai que ça peut amener une énergie négative, puis que les gens, vous dites tantôt qu'ils n'écoutent pas, mais là, on devrait le regarder d'une façon plus positive? Est-ce que c'est ça que Moi, je pense que oui. Il y a un groupe que j'aime beaucoup. Il s'appelle Iron and Earth, puis c'est des travailleurs des sables bitumineux. OK. Eux autres, ils ont écrit un plan d'action climatique, puis je parlais avec quelqu'un de cette organisation-là, un soudeur. Puis là, il me racontait comment les soudures, puis le travail qu'il fait dans son industrie des sables bitumineux, pourrait, avec très peu de difficultés, être réorienté pour utiliser à créer des turbines éoliennes, tu sais. Fait que je pense que le discours très pessimiste, c'est pas une bonne idée pour les jeunes. C'est comme si on essaie de leur couper les ailes. Ouais. Il y a toujours eu des problèmes. On a toutes les générations ont fait face à des gros défis. Puis le défi de la prochaine génération, c'est de régler les changements climatiques. Puis encore une fois, selon moi, ça veut dire beaucoup d'emplois. Ouais. Très intéressant. En plus des emplois où tu sais que tu fais quelque chose de bien. Ça, parce que tu règles un problème. Fait que c'est sûr que travailler, c'est fondamental. On a tous besoin d'avoir de l'argent pour payer les comptes à la fin du mois. Ouais. Mais c'est quand même plus le fun quand ton travail, il fait que tu te sens bien parce que tu as l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Ça l'amène un sens à notre travail. Ça l'amène un sens, absolument. Je sais que vous voyez plusieurs étudiants quand vous enseignez. De voir les étudiants qui rentrent à l'université, leurs idées par rapport à leur futur, est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes qui sont avant l'université, qui sont au secondaire, soit des choses qu'ils pourraient lire, des choses qu'ils pourraient explorer, des suggestions plus axées à des jeunes secondaires pour préparer leur futur? Bien, moi, je dirais que ce qui est très important, c'est de suivre tes rêves. Puis de ne pas avoir peur, puis de ne pas non plus te laisser perdre ta motivation parce que tu as un échec. Moi, vraiment, là, je suis professeure à l'Université McGill, j'ai une très belle carrière, tout ça, mais j'avais pas des très bonnes notes là, au secondaire, c'était assez limite. Juste assez pour passer au cégep parce que je viens du Québec. Puis à la fin de mon cégep, juste assez pour rentrer à l'université. Quand j'ai appliqué pour rentrer à la maîtrise, j'ai été refusée. Ça a été compliqué. J'ai vraiment insisté pour finalement être... Fait que si, dès mon premier échec, j'avais abandonné, bien, je ne serais certainement pas où je suis aujourd'hui. Fait que je dirais que la persévérance, là, c'est peut-être la qualité la plus importante. Puis le succès, ça vient avec le travail. Il ne faut pas se le cacher. Dans la vie, il n'y en a pas beaucoup des fruits qui tombent du ciel, là. Fait que si on a un rêve, il faut travailler pour. La persévérance, le travail. Je veux en savoir plus. Mais le plaisir, parce que quand on fait... Mais non, mais c'est pas ça. C'est que quand on fait un travail qu'on aime, on a du plaisir. Fait qu'il ne faut pas voir que le travail, c'est une punition. Le travail, ça peut aussi être quelque chose de vraiment stimulant. Ça peut nous nourrir. Quand on revient après la pause, je veux savoir plus de votre histoire. Quels étaient des exemples de votre persévérance? Donc, on revient tout de suite, puis on s'en reparle. Merci.
Bienvenue, Jean-Philippe Michel avec Catherine Potvin. On parle de comment on peut outiller la jeunesse pour qu'ils puissent réussir dans le futur, puis on se concentre sur l'environnement. Catherine, vous nous avez parlé de persévérance. Je sais que vous nous avez envoyé des photos pour parler un peu de votre histoire, votre carrière. Est-ce qu'on pourrait s'en reparler? Ah ben oui, ça va être une surprise. Fantastique. J'ai hâte de voir ce que vous nous avez amené. Puis j'ai l'impression que le thème de persévérance va peut-être ressortir dans les photos. Je sais que dans vos histoires, vous avez souvent eu la chance de voyager. Puis derrière nous, il y a une photo de vous. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au Canada. Où est-ce que vous êtes? Ah, ça, c'est une photo qui est prise au Panama. On est devant un avion qui est équipé avec une technologie vraiment de pointe. On appelle ça un lidar. C'est un genre de radar. Et cet avion-là, quand il vole par-dessus la forêt, il envoie donc un faisceau de rayons laser, plus ou moins, vers le sol. Et ça permet de mesurer la hauteur d'une forêt. Et je suis accompagnée derrière moi par le chercheur qui est le scientifique de l'université Stanford aux États-Unis, qui est la personne qui a développé cette technologie-là, et tout un groupe de chefs autochtones du Panama. Et on s'apprêtait à utiliser cet avion-là pour aller mesurer la hauteur des forêts de ces territoires autochtones-là. Pourquoi la hauteur d'une forêt? Parce que c'est une façon de mesurer combien de carbone est emmagasiné dans la forêt. Et ça, c'est quelque chose d'important dans notre compréhension des changements climatiques. OK, je vois le lien. Donc, vous avez accès à de bon équipement pour faire votre travail. L'intérêt de ça, c'était le lien entre une technologie vraiment de la fine pointe et en même temps de chefs autochtones qui vivent dans ces forêts-là. Fait que c'était un passage vraiment intéressant. Fantastique, fantastique. Si on regarde la prochaine photo, je vois que le mot forêt, le thème forêt ressort vraiment dans ce que vous faites. Pouvez-vous nous parler de celle-ci? Oui, bien, effectivement, dans ma carrière, dans ma recherche, je fais de l'écologie forestière tropicale, donc je travaille pour comprendre la forêt tropicale. Et ça, c'est un groupe d'étudiants de l'Université McGill. On est sur le terrain ensemble dans une forêt, puis je ne me rappelle plus exactement ce que j'étais en train de leur montrer, mais clairement, il y en avait qui trouvaient ça intéressant et qui regardaient de très près. C'était probablement une bébite parce qu'on dirait, parce qu'on dirait que quand les gens regardent comme ça de très près, c'est plutôt des animaux que des plantes. Je dois dire que nous, les botanistes, on trouve que les plantes, c'est fascinant, mais en général, les humains sont plus peut-être attirés par les animaux. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est un cours. Puis celle-ci? Beaucoup de mon travail, c'est avec des peuples autochtones et c'est un travail qui est très lent parce que ça demande de parler, expliquer, comprendre, échanger, puis essayer de voir qu'est-ce que c'est les enjeux, comment on peut collaborer ensemble parce que c'est des gens qui ont tout à fait un vécu différent du mien. Alors, l'homme qui est assis à côté de moi, il s'appelle Juvenal Quiros. C'est un chef autochtone du Panama. Et puis, on était en train de discuter de comment on pouvait travailler pour éviter que dans son territoire, il y ait trop de coupes forestières. OK, je comprends. On dirait que je vois votre passion dans votre façon de communiquer. Là. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans la photo. On voit l'énergie. Oui, ça se fait. Lui aussi, c'est un homme formidable. Ah oui, hein? OK, puis ici, vous êtes, on dirait que c'est dans la maison de quelqu'un. Oui, c'est dans la maison de quelqu'un. Et puis, c'est une scène où on est des amis. Alors, la dame qui est debout avec son petit-fils dans les bras, elle s'appelle Alba. Et c'est la femme d'un chef autochtone aussi du Panama. Quand je suis arrivée dans ce village-là, la première fois, c'était en 1996. Et c'est des gens que je vois encore. Ils sont venus au Canada. Ils m'ont accompagnée. On est allés ensemble dans une communauté Anishinaabe du nord du Québec. Fait que c'est des gens avec qui on a partagé vraiment une vie. J'ai vu naître certains de ses enfants. J'en ai malheureusement vu un mourir. Elle a connu ma mère qui est décédée. Fait que c'est vraiment des gens qui sont devenus, malgré la très grande différence culturelle, des personnes très, très significatives dans ma vie. Et le jeune homme qui nous sourit comme ça, c'est un technicien qu'on a formé et qui est devenu un expert pour mesurer le carbone des forêts. Alors, quelqu'un qui a aussi beaucoup évolué dans sa carrière, quelqu'un un très, très bon travailleur. C'est tellement beau que vous avez tissé des liens si proches avec cette famille-là. Oui.
Ah, ben, l'homme avec qui je suis sur cette photo, mon Dieu, vous avez plein de photos avec des personnes qui sont chères à mon cœur. Il s'appelle José Montesa, puis c'est le gérant d'une plantation forestière scientifique que j'ai au Panama. Alors, l'arbre sur lequel on s'appuie, croyez-le ou non, c'est un arbre qui a 10 ans. OK. Alors, moi, une des choses que je fais au Panama, c'est qu'on a planté, on a fait une plantation forestière avec des parcelles où il y a plus ou moins d'espèces. Fait qu'il y a des parcelles où il y a juste une espèce d'arbre, puis il y en a jusqu'à 18 espèces d'arbres dans la même parcelle. Oui. Et on teste avec ça des hypothèses. En écologie, on a une hypothèse que plus on a d'espèces, plus l'écosystème fonctionne bien. C'est comme une complémentarité entre les espèces. Donc ça, c'est un site pour tester ça. Et la plantation, elle a maintenant 15 ans et c'est José qui, depuis 15 ans, la gère. Alors, c'est mon bras droit sur le terrain. Oui, merci absolument. beaucoup d'avoir partagé ces photos-là. Pour nous, ça nous permet de voir, mais ça a l'air de quoi, votre travail? Quand on dit professeur à l'université, on n'a pas toujours l'impression qu'il y a des opportunités intéressantes sur le terrain comme celle-là, mais d'avoir vu ces photos-là, c'est vraiment le fun qu'on a pu toucher un peu à ton expérience. Je pense que comme biologiste, à peu près tous les biologistes que je connais, ce qu'on aime, c'est être sur le terrain vraiment. Là. Fait que c'est une grosse partie de pourquoi on fait ce métier-là. Puis je vois que votre bras gauche et droit est différent de votre bras gauche et droit en ce moment. Oui. Le peuple autochtone, si vous reconnaissez le monsieur avec la casquette rose, là, c'est Chicho qui était assis sur la chaise plutôt en souriant. Okay. Un technicien de carbone. Puis celui avec la casquette rouge, c'est José avec qui j'étais le gérant de ma plantation forestière. Mais là, on est dans une communauté autochtone. Et le peuple avec lequel on travaille, leur caractéristique culturelle, c'est qu'ils se peignent en bleu jusqu'à la lèvre inférieure. Wow. Alors moi, j'ai eu le droit à un bain de beauté bleue. Ouais. Alors j'ai été peinte comme ça, j'aime beaucoup ça, je suis moins blanche. Quand je suis comme ça, je trouve ça très joli. En fait, c'était le précurseur du tatou. Ça dure à peu près 3 semaines, cette peinture-là, puis éventuellement, ça s'en va au lavage. Ouais. Alors j'ai toujours beaucoup de plaisir quand je vais sur le terrain de me faire peinturer comme ça. Et dans cette photo, je suis avec des étudiants de l'Université McGill, des étudiants gradués, les deux hommes, celui avec le soleil sur la casquette, puis celui dont on voit un petit peu le visage derrière moi à droite. Et on est en train de parler avec un technicien en chef, l'homme en premier plan, parce qu'on va aller sur le terrain avec les techniciens autochtones, vérifier si les mesures que le fameux avion qu'on a vu tout à l'heure avait pris sont bonnes. Alors, sur la carte qu'on est en train de regarder, il y a une bande blanche. Mm-hmm. Cette bande blanche-là, c'est où l'avion a survolé la forêt. Okay. Et nous, on s'en va sur le terrain vérifier l'instrumentation de l'avion. Des mesures, fantastique. Alors, dans mon travail, on fait beaucoup. C'est très aventure. C'est un peu, je sais pas... c'est comme la ronde, on se promène dans des pirogues, dans des rivières loin. Ça fait vraiment très expédition, c'est vraiment très excitant. J'aime le morceau aventure. Oui, beaucoup, moi aussi. Quand on revient après la pause, je vais vous demander les défis, les opportunités qui existent dans le monde du travail, à part l'environnement et l'environnement. On va faire ça avec notre jeu de cartes, puis on revient tout de suite. Merci. Merci. Aujourd'hui, on s'est concentré sur l'environnement comme un des grands défis, une des grandes opportunités qui existent sur le marché du travail. Puis je vais demander à Mme Catherine Potvin si elle peut nous dire, basé sur tous les défis, les opportunités qui existent, quels sont ceux qui viennent vraiment la chercher, soit dans son travail maintenant ou soit ce qu'elle voit pour le futur du travail. Donc, Catherine, pourrais-tu regarder, s'il vous plaît, les cartes défis, puis d'aller choisir celles qui viennent vraiment te chercher? Pendant que Catherine fait ça, je vous explique, les cartes défis sont là pour vraiment parler des grandes problématiques, des opportunités, des défis qui existent sur le monde du travail. Puis l'idée, c'est que si on donnait ces cartes-là aux jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'eux-mêmes seraient capables d'aller voir qu'est-ce qui les intéresse pour ensuite choisir les métiers, les programmes d'études qu'ils veulent faire, mais de commencer plutôt avec les problèmes et les opportunités. De cette façon-là, ils vont vraiment voir ce qu'ils font et pourquoi. Puis je vois que Catherine avance déjà dans son choix qui est fantastique. Moi, ça ne me surprend pas si elle va aller chercher des cartes vertes qui ont à faire avec l'environnement, compte tenu de ce qu'elle nous a dit tantôt.
Mais je vois aussi qu'elle a déjà choisi distribuer la richesse. Deuxième carte, améliorer l'énergie durable. Et troisième carte, améliorer la santé mentale. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir fait ce choix-là. Il y en a un autre, préparer les leaders du futur. Avec laquelle aimerais-tu commencer? Pour moi, la richesse, j'hésitais beaucoup en deux parce qu'il y en a un qui est mettre fin à la pauvreté extrême puis distribuer la richesse. Oui. Moi, je pense que le Canada et les pays en général, il faut comprendre que si on peut vivre bien ensemble, Oui. il ne faut pas qu'on laisse des gens s'appauvrir. On a une responsabilité de redistribuer, de générosité, puis de travailler ensemble, puis de vivre ensemble. Ici, au Canada, on ne s'en rend pas tellement compte parce qu'on est quand même assez bien. Moi, je passe beaucoup de temps dans des pays en voie de développement où il y a des gens extrêmement pauvres, C'est très des différent gens de notre extrêmement riches. Et puis là, les riches vivent dans la peur de se faire voler, les pauvres vivent dans une misère effroyable. Puis je souhaite que les jeunes de l'avenir se rendent compte que la valeur qu'il y a au Canada, notre système de taxation que tout le monde décrit, c'est la base de vivre ensemble, c'est la fierté de si j'en ai beaucoup, je le donne à l'autre, puis tout le monde va être capable d'être bon. Pour moi, c'est très, très important. Puis il y a beaucoup d'opportunités là-dedans, dans des innovations sociales, de commerce, d'entraide, l'économie du partage, l'économie circulaire. Il y avait des cartes sur l'entrepreneuriat, mais je pense que tout ça peut être orienté vers une société juste. On va juste être bien si elle est juste, notre société. Fait que pour moi, c'est vraiment fondamental. OK. Merci. Puis, tu as choisi améliorer l'énergie durable comme carte pour l'environnement. Pourquoi as-tu choisi celle-là? Parce que selon moi, la problématique environnementale la plus critique, c'est les changements climatiques. Puis les changements climatiques, c'est causé par une énergie qui n'est pas durable, c'est-à-dire l'utilisation du pétrole, du diesel, de l'essence. Donc, il faut absolument, très rapidement, dans les prochains 20 ans, que le Canada fasse cette transition énergétique. On a beaucoup de misère à la faire. On n'arrête pas de se dire qu'on est un pays producteur de pétrole, mais on est aussi un pays producteur d'hydroélectricité. On a plein d'énergie solaire, plein d'énergie éolienne. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités là-dedans pour les jeunes. On en a parlé plus tard. Il nous reste 30 secondes, donc je te laisse choisir entre améliorer la santé mentale et préparer les leaders du futur. Bien, je dirais qu'on veut des leaders dans le futur qui vont avoir une bonne santé mentale, qui vont être heureux. Les jeunes, c'est à vous cet avenir-là. Écoutez, personne qui va vous dire que c'est des trop gros problèmes pour les régler. Vous allez certainement être une génération brillante qui va nous amener quelque part de bien. Merci pour les mots encourageants. On a besoin de ça, je pense, aujourd'hui, parce que souvent, les messages peuvent être trop difficiles, trop négatifs, trop lourds. Mais vraiment, il y a toutes sortes d'opportunités pour les jeunes d'aujourd'hui. Catherine Potvin, merci d'être venue partager ton histoire avec nous, tes idées, tes suggestions. C'est très utile pour les jeunes. Ça me fait vraiment plaisir que tu étais ici avec nous sur Ta carrière, ton histoire. Merci beaucoup à vous. À la maison, joignez-vous à nous sur Ta carrière TV, sur notre page Facebook. On se voit la prochaine fois. Merci beaucoup.